Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Bon, on est un peu, mais c'est pas grave. Le but, c'est que vous passez un bon moment. Je vais essayer d'être assez bref dans ce que je vais dire pour vous permettre après de rebondir et de voir vos intérêts. Alors, comme on l'a dit dans la présentation, j'ai cette double casquette. Je suis à la fois encore étudiant en M1 à l'école pratique des études. C'est une école d'historien pour faire de la recherche. Et donc, je travaille encore une fois sur les perceptions et les représentations. Et c'est quelque chose qui m'alimente beaucoup. Donc, le fait de connaître l'autre, de voir comment il évolue, la représentation qu'on se fait de celui-ci. Et puis j'ai l'autre casquette, c'est celui de directeur de l'IFME. Donc c'est un institut qui promeut la connaissance de l'autre, le partage et puis évidemment la connaissance. Pour nous, c'est extrêmement important. On travaille avec environ une quinzaine de personnes qui parlent de langues différentes et on parle d'Eurasie, donc de mélange d'Europe et d'Asie, donc comme un grand ensemble. Voilà. Alors ça, c'est les présentations. Euh, la première chose sur quoi on a pensé avec Mustapha pour cette soirée, c'est évidemment de parler de cette histoire très riche entre la France et la Turquie. Et je lui ai dit directement, je lui ai dit, écoute Mustapha, dans le message qui suivait, tu sais que le turc, c'était la première langue dans laquelle on a enseigné en France. C'est pour ça que je lui ai dit, faut absolument que tu mettes ça dans l'accroche de la conférence. Et donc, j'ai mené mes recherches, etc. Et oui, 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 je m'étais pas trompé, j'étais content pour une fois. Et donc, c'est Colbert qui, dans un arrêt de la cour du roi en 1669, fonde l'école des jeunes de langue. L'école des jeunes de langue, bon, pour ceux qui sont peut-être à l'INALCO, je sais pas, c'est un peu votre ancêtre. C'est une école qui a été fondée en 69 et qui a duré jusqu'en 1873, donc quand même près de 2 siècles, et qui était destinée aux fils de diplomates, aux commerçants qui étaient dans l'Empire ottoman. Alors, la formation, elle est basée sur l'apprentissage du turc, mais c'est pas la seule langue qui va être là. Il y a également des formations en grec, en italien, et puis c'est après coup qu'on a l'introduction de l'arabe et du persan. Ce sont les autres grandes langues de cette région du monde. Alors, on voit apparaître au XVIe siècle, dans l'Empire ottoman, la création d'écoles françaises, un peu comme l'école des jeunes de langue, auxquelles finalement les musulmans finiront par toquer. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre le petit timer, excusez-moi. Je pense que ça fait 2-3 minutes que je parle. Je vais rajouter ça. Excusez-moi. Et donc, un peu euh, à la façon de Galatasaray aujourd'hui, qui invite aussi les étudiants turcs à venir euh, voilà, élever leur érudition, eh bien, ces écoles de langue naissent un peu comme des petits champignons. Et ces étudiants à la fois fils de commerçants, diplomates, on les appelle les drogman, et on en a besoin pour la diplomatie. Et j'ai fait ce rapport avec l'INALCO, parce qu'en fait, l'histoire, elle est significativement très proche. Si les gens qu'on recrute aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères français sont pour la plupart issus de l'INALCO. Et le ministère toque très souvent à ses portes, organise des conférences, etc. D'où l'importance de connaître l'autre par la langue. Évidemment, vous voyez l'image voilà, en fond du lycée Galatasaray, fondé déjà en 1868 et qui marque en fait l'apogée de la francophonie en Turquie, en nationalisant l'usage du français comme langue d'enseignement, de la culture, de la modernité au sein des élites ottomanes, pardon, et en consacrant durablement l'influence intellectuelle et diplomatique de la France et de l'Empire ottoman. Et donc, vous imaginez bien que je suis allé un peu vite. Là, je parle de la langue, mais c'est pas le seul fait des relations entre la France et l'Empire ottoman. Et donc, je passe à la slide suivante. Hop. Et donc, j'ai trouvé cette citation de Ekrem Aksoy. Aksoy, oui, effectivement. Je cite, la Turquie, non pas la République turque, mais l'Empire ottoman, a été historiquement très influencée par la France.
Et la terminologie est particulièrement révélatrice à cet égard. Par exemple, pour dire européen et par extension celui qui est étranger, on utilise traditionnellement le mot franc, qui dérive en fait du mot français. Bon, là, il faut voir évidemment l'héritage médiéviste de la chose, en se disant que les Francs, les croisés, donc que les musulmans utilisaient le terme, mais il faut aussi avoir dans cette idée ce qui est dit là. Et ce qui est dit là est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces citations nous illustrent que l'identité française à ce moment-là est vraiment rayonnante. Le français, à la modernité, c'est la langue de la diplomatie. Dans les hautes cours européennes, on parle le français. Et pour les élites ottomanes, c'est aussi un prestige de l'apprendre. Alors, quand on parle de diplomatie et d'invention franco-turque, il y a évidemment, hop, c'est juste après, c'est cette très belle illustration entre, d'une part, c'est donc un échange épistolaire entre François Ier et je crois Soliman, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Soliman le Magnifique. Et j'ai trouvé ces documents vraiment très beaux et à la fois beaux dans le sens stylistique de la chose, mais dans ce qui est dit et de ce qu'on avance. On a évidemment, on respecte l'autre et ça, c'est important. On a d'une part les enluminures avec la fleur de lys qu'on peut voir en haut à gauche. Et puis évidemment, la tougra du sultan, qui est extrêmement importante. Symbole donc à la fois de respect mutuel et d'élégance. Il y a un raffinement qui est respectivement propre et on montre un peu ce bon à quoi euh, notre civilisation est raffinée. Et donc, je voulais absolument vous le partager. Euh, donc, je reviens sur la slide juste d'avant. Là, pour comprendre un peu la logique du rapprochement entre le Royaume de France et l'Empire ottoman. Et en fait, en 1524, on a donc François Ier qui contacte Soliman pour contrer en fait cette espèce de d'entonnoir comme- que le Saint-Empire romain germanique, donc cette espèce d'ensemble vert que vous pouvez voir, menace en réalité le Royaume de France. Et c'est pour éviter cette prise en étau, pour être mangé en sandwich, que les Français donc cherchent un allié. Tout d'abord, on s'intéresse à l'Angleterre. On se dit, bon, pourquoi pas traiter avec eux? Et puis finalement, il y a un rejet de la part des Anglais. Et on cherche donc quelqu'un qui est un peu plus à l'est. Et on tombe sur l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ça tombe bien. Parce qu'en fait, depuis le 27-28 mai 1453, et la prise de Constantinople, et ben en fait, par Mehmed II le Conquérant, et ben l'empire des Habsbourg, vous pouvez voir donc toujours en vert, est entré en conflit avec les Ottomans. Et puis vous avez évidemment l'apothéose quand il y aura le siège de Vienne. Mais donc là, on a une alliance qui est purement basée sur la réelle politique, donc le fait que, on a besoin d'un allié et peu importe sa confession. Je retourne un peu sur, hop, ici. Et en fait, ça, c'est un poids extrêmement important. Parce que vous imaginez bien que l'Europe chrétienne, l'Europe de la chrétienté, et donc là, il y a un gros problème de s'allier avec les musulmans. On signe l'alliance en 1536 avec les Ottomans, alors que donc les Ottomans sont musulmans, et le pape actuel, donc à ce moment-là, Paul III, crie au scandale, puisque un chrétien ne doit absolument pas s'allier avec un musulman, on le menace alors même d'excommunication, et quand on parle d'excommunication à un roi, en fait, ça a toute son importance, puisque ça a des répercussions sur le peuple de son royaume. On peut presque dire que le peuple pourrait se révolter, euh, n'a plus ce devoir d'obéissance du vassal, etc. Et cela signifierait aussi également, et ça c'est un peu mon côté, je remercie mon côté médiéviste, mais de plus avoir cette opportunité par le peuple d'avoir accès au sacrement, tout simplement d'être baptisé, d'avoir une sépulture, et ça fait des angoisses extrêmement folles. Par exemple, quand il y a eu la peur de l'an 1000, de passer à l'an 1000, eh ben, si le roi
de France avait des problèmes avec le pape, et ben là, c'était vraiment la fin du monde, quoi. C'était de l'eschatologie pure, parce que on allait aller tout simplement en enfer. Et là, on a un peu cette même logique. Il y a quand même une angoisse spirituelle, il y a une instabilité qui se met en place. Et on dit même que le roi de France, François Ier, est au banc de l'Europe et qu'on parlerait de lui retirer son titre de roi très chrétien. Et pour la France, fille aînée de l'Église, ça c'est inconcevable. Et donc, et donc, les Ottomans, voyant que cette alliance à peine créée vacille, déjà face aux menaces du pape, des autres rois chrétiens, évidemment, euh, ils demandent alors des garanties. Ils demandent, comme c'est souvent le cas, des otages. Mais il ne faut pas voir des otages comme une prise d'otage. Enfin, un peu, oui et non. C'est des otages qui sont très bien traités. C'est des otages de bonne famille, des aristocrates que l'on met dans d'autres familles aristocrates, mais donc de l'Empire ottoman, qui viennent de France et qui vont vers l'Empire ottoman. Et en cas de manquement de la part de François Ier, je sais pas moi, une vacherie par exemple, eh ben, euh, on leur coupera la tête, voilà, tout simplement. François Ier donc agit, lui envoie ses otages, et le temps passe. Le temps passe et on arrive 50 ans après, et il y a une lettre qui arrive à Paris, et bon, évidemment, le roi, il a changé, c'est Henri III, et on voit qu'il y a des discussions qui commencent à se mettre en place. Le roi de France fait désormais confiance aux Ottomans, et les Ottomans, par les otages, réussissent à faire confiance au royaume de France. Donc il y a une confiance réciproque extrêmement importante, et on décide alors de faire revenir ces personnes qui étaient en otage là-bas. Alors ils s'ennuyaient tellement. Et finalement, les otages, ils décident de rester. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, en fait, ils sont très contents d'être chez les Turcs, qui, et donc ils deviennent par conséquent des représentants du roi de France, et ils servent donc de moyens privilégiés pour ces relations entre la France, enfin le Royaume de France et l'Empire ottoman. Et jusqu'à ce moment-là, il faut se dire que ce rôle n'existe pas. Quand un ambassadeur vient, il signe un traité de paix, il déclare la guerre, et puis il repart. Là, à partir de cet épisode, on voit que par cette relation entre le Royaume de France et les Ottomans, le rôle d'ambassadeur, celui qui représente un État dans un autre État de façon continue, se met en place. Et la Sublime Porte, donc, et le Royaume de France échangent nombre de capitations, d'envois diplomatiques, et c'est une véritable nébuleuse qui se met en place. On a des accords, évidemment, d'ordre d'alliance militaire, la flotte de Barberousse qui opère avec les Français en Méditerranée occidentale, on a des privilèges commerciaux, des monopoles sur le fait de marchandises françaises dans les ports ottomans, on a la culture, le goût pour l'orientalisme et la cour de France qui commence à naître, scientifique également, des traités de botanique, la traduction de manuscrits orientaux vers le latin et le français. Euh, en réalité, c'est vraiment une nébuleuse. C'est une myriade de traités qui se met en place et grâce à ces ambassadeurs nouvellement créés. Mais vous imaginez bien que euh, il y a un mais. Le mais, c'est que ça dure durant environ 2 siècles. Et puis évidemment, jusqu'au 19e, il y a des hauts, il y a des bas. Les bas, ils arrivent quand même assez rapidement, notamment avec Napoléon Ier, qui mène cette campagne égyptienne en 1798 et qui est vécue en fait par l'Empire ottoman comme une humiliation. Une humiliation et d'une pierre deux coups, une trahison puisque on ne fait plus confiance aux Français avec qui pourtant on a traité depuis François Ier, vous vous rendez compte? Et donc la Sublime Porte décide ça part carrément en guerre. On pensera notamment à la lutte sous les pyramides. Bon, peut-être pas comme au cinéma, mais c'est presque ça. Et donc, elle transforme cette alliance séculaire en affrontement ouvert et révèle le basculement
dans une logique aussi impériale de la France, qui décide de ne plus faire confiance aux Ottomans pour organiser l'Égypte des Mamelouks, mais dans une logique impériale européenne. Et donc, on a on a des mais il y a aussi des plus. C'est, ça fluctue. Les plus, à l'inverse, il y a la guerre de Crimée. La guerre de Crimée de 1853, l'Empire ottoman est en décadence à ce moment-là, et on voit il y a quand même un rapprochement qui se fait contre un ennemi, encore une fois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, cette fois-ci, c'est les Russes qui menacent de manière sérieuse l'Empire ottoman. Et donc, on voit qu'il y a un rapprochement franco-anglais avec les Ottomans pour stopper les Russes. Et c'est comme ça que la guerre de Crimée se met en place. On pensera notamment au siège de Sébastopol, où soldats français et turcs combattront. Et on renoue avec cette logique stratégique du XVIe siècle, fondée sur un ennemi commun et un équilibrisme. Je passe. Clac. Et au cours donc du XIXe siècle, l'Empire ottoman entre dans une phase de déclin. Je pense que vous l'avez déjà vu dans l'ancien webinaire. Déclin politique et économique, militaire. On qualifie, bon, bien sûr, d'homme malade cette caricature. Je pense que vous l'avez déjà vu, je ne sais pas combien de fois. C'est l'homme malade de l'Europe. Et dans ce contexte, la France encore adopte cette position à la fois ambivalente entre soutien, influence culturelle, mais également un intérêt stratégique qui lui est propre. Et la France, donc, cherche aussi à étendre son influence au Moyen-Orient. Il y a entre parenthèses, des Lawrence d'Arabie français aussi, dont Louis Massignon en fera partie, un islamologue extrêmement important. Euh, et, euh, et donc, il y a aussi des billets qui sont contre l'Empire ottoman. On pensera notamment aux ambitions coloniales qui sont en fait le fer de lance de ces idées, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale, qui accoucheront après coup de Sykes-Picot et des mandats français en Syrie et au Liban. La France occupe alors temporairement certaines régions d'Anatolie méridionale, notamment la Cilicie, et cette présence militaire provoque évidemment des tensions avec les nationalistes turcs. La guerre d'indépendance turque, menée par Mustafa Kemal Atatürk, 1919 à 1923, conduit à l'échec des projets territoriaux français en Anatolie, et la France reconnaît finalement, on voit qu'il y a un revirement, le pouvoir turc, et signe des accords mettant fin aux affrontements. La proclamation de la République de Turquie en 1923 marque ainsi une rupture majeure avec l'ordre ottoman et l'ouverture d'une nouvelle ère dans les relations franco-turques. On peut désormais parler d'un nouveau départ, de cette relation de je t'aime moi non plus. Cette phrase, si le sujet vous intéresse, vous le verrez partout. Euh, c'est assez amusant. L'illustration de ce nouveau départ réside dans l'accord d'Ankara ou d'Angora de 1921. Sous l'initiative donc de Mustafa Kemal, le 23 décembre 1921, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie s'adresse alors il adresse une lettre à Aristide Briand, qui est président du Conseil des ministres de la République française. Et je cite, la claire vision et le haut patriotisme qui le caractérisent, euh, fin de la citation, et grâce auquel, je reprends, l'état anormal des relations de la France et de la Turquie vient de prendre fin par la conclusion de l'accord d'Angora au plus grand avantage des deux pays. Et c'est la première fois qu'une puissance européenne occidentale traite directement avec le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie, sans passer par le sultan Mehmed VI, celui qui sera déposé donc en 1922, un an après, enfin un an, un peu moins. Mieux encore, par ce traité, la France n'est officiellement plus ennemie de la Turquie, et considère de facto le traité de Sèvres comme nul et non avenu. La France a été l'une des premières puissances européennes donc à soutenir aussi Atatürk, notre fondateur. Et pour terminer sur ces relations franco-turques, toujours avoir une touche de culture, je voudrais évoquer la curiosité intellectuelle d'Atatürk pour les penseurs des Lumières, comme
C'est le cas de Voltaire, mais également de Rousseau. Cet intérêt ne doit pas être compris comme un rejet de la tradition formelle, mais plutôt davantage comme une idée de volonté de réfléchir aux moyens de mieux organiser la société et de renforcer le vivre ensemble. Atatürk s'est montré d'ailleurs intéressé sur les idées de la justice, de l'éducation, de la responsabilité des dirigeants et de la dignité de l'être humain. C'est des thèmes qui existent également au cœur des réflexions religieuses. Il cherchait à comprendre comment d'autres sociétés avaient abordé ces questions, notamment en France, afin d'en tirer des enseignements qui seront utiles, ce que l'on avait besoin à ce moment-là. Et cette ouverture d'esprit montre qu'Atatürk ne se limitait pas, excusez-moi, à une seule source de pensée. Il cherchait à faire dialoguer différentes traditions intellectuelles dans le respect des valeurs morales et dans l'objectif de construire une société plus instruite, plus consciente et surtout plus unie. Et en somme, depuis sa création, cette alliance entre la France et la Turquie ne s'est jamais véritablement interrompue. Elle constitue l'une des plus anciennes relations diplomatiques connues de l'histoire. La France et la Turquie apparaissent ainsi comme de vieux alliés, enracinés dans un même espace civilisationnel, lui aussi tout aussi vieux. Et cette relation, bien sûr, comme on l'a vu, euh, est versatile. Il y a des phases de rapprochement, d'autres de tension. Mais la position singulière de la Turquie, à la fois européenne, asiatique, est en fait un trait d'union entre deux mondes, le monde européen et celui asiatique. Et dès lors, il convient d'envisager cette relation non pas comme une opposition des continents, mais dans une perspective eurasienne, d'où l'IFCE, intégrant pleinement ces deux conceptions. En tout cas, c'est ce que je crois, et c'est pour ça que je me bats chaque jour. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai raison. En tout cas, je vous remercie, et je crois que j'ai fait 20 minutes à peu près en comptant. Et vous pouvez retrouver là la bibliographie sur laquelle je me suis appuyé. Et puis si vous avez besoin, il n'y a pas de souci, je peux vous envoyer des documents ou autres. Merci beaucoup, Monsieur Zelko Yilmaz, pour cette présentation. C'était les relations euro-asiennes, franco-turques notamment. Si vous avez des questions, on est prêt à les prendre. On a un petit peu de temps encore pour voir un peu si, voilà, si certaines personnes ont des questions, etc. Moi, j'aurais une petite question, si je peux commencer. Une petite question qui est très rapide. Euh, D'ailleurs, avant de poser la question, j'aimerais bien dire aux gens que la présentation sera disponible sur peut-être YouTube. Donc, ça a été enregistré. Alors, en revenant à la question, j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est que est-ce que c'est plutôt l'Empire ottoman qui a été le plus influencé par la France, ou bien c'est la France qui a été plus influencée par l'Empire ottoman? Ce que je comprends, c'est que l'influence a l'air d'être plus ou moins égale, mais enfin, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup plus de mots français dans le turc que l'inverse, j'imagine. Oui, tout à fait, Mustapha, tu as totalement raison là-dessus. La langue, encore une fois, est extrêmement importante et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce premier point là-dessus. Bien sûr, dans le turc, il y a de nombreux mots qui font référence, mais je pense que il faut pas voir comme une compétition ou autre, c'est différentes relations. La Turquie, enfin, l'Empire ottoman a vraiment influencé le mouvement de l'orientalisme en France, qui est un mouvement artistique, intellectuel qui a été extrêmement important. Mais bien sûr, il y a eu moins de mots en turc, mais on peut voir ces différentes approches. Il y a, euh, il y a des choses, parfois, évidemment, on a tous des biais, on est eurocentré, d'autres, c'est parfois trop ce biais de la Turquie qu'on met en avant. Et je pense que, euh, pour moi, c'est comme dans les relations humaines, c'est du donnant-donnant. On peut pas dire que l'un a plus influencé que l'autre, même si je suis sûr que c'était pas ça le fond de ta pensée. Mais, euh, mais je pense que les deux ont eu à la fois l'opportunité militaire et politique, qui est la source de motivation de l'homme très caniveau, mais derrière, ce qu'il faut chercher, c'est ces échanges un peu plus profonds dans la culture, dans la langue, dans tout ce qui est du milieu, enfin, espèce de philosophie humaine.
Ok, merci pour ta réponse. Merci. Et- Alors, on a encore une question, c'est de Monsieur Youssouf. Merci pour ta présentation. Après de telles relations fortes au XVIIe et XVIIIe siècle, penses-tu que la Turquie et la France puissent se rapprocher de nouveau? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une question qui est vraiment d'actualité. Aujourd'hui, vous avez une Turquie qui est extrêmement puissante. On ne se le cache pas. À chaque fois que j'écris un article, je le dis, la Turquie est l'acteur avec un A majuscule de demain. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est une relation privilégiée, évidemment, en France avec les pays eurasiatiques. On a, euh, on a tout cet attrait pour, évidemment, pour le Caucase, qui est important, mais il faut voir plus loin. L'Asie centrale est extrêmement important. L'Asie de l'Est est extrêmement important. Et la Turquie a ce rôle à jouer vis-à-vis des pays européens. C'est une forme de passerelle. Nous sommes très proches de la Turquie en termes d'histoire. Malheureusement, il y a eu des hauts et des bas. Et je l'espère au plus profond de moi-même qu'il y aura aujourd'hui plus de hauts. Et la Turquie a entre parenthèses, ce devoir aussi de, de, de servir ses propres intérêts. Il faut se dire que ça sera que du bénéfique, c'est un cercle vertueux. Euh, nous avons des choses, nous sommes au point de la technologie en Europe, on a plein de choses. Avec tous les problèmes qu'on a, on est quand même très bien. Et si, en tout cas avec l'IFME, c'est ce qu'on promeut aussi comme idée, c'est de faire une espèce d'énorme espace eurasiatique qui profite à tout le monde et qui profite à tout le monde dans une idée de respect mutuel. Ça, c'est la base de toute chose. Vous avez eu en Europe, évidemment, les impérialismes coloniaux. Ça, terrible erreur de prendre l'autre de haut, de lui dire, écoute, si vous connaissez la guerre de l'opium, la politique de la canonnière, on va vous imposer des trade tariffs, on va vous dire plus 100% de tarifs. Bon, ça, je vous laisse faire le lien. Mais il faut absolument faire en tout cas je l'espère, un hub eurasiatique qui respecte ses partenaires. Et en tout cas, euh, voilà, si je peux répondre à la question comme ça. Mais la Turquie, en tout cas, a un rôle extrêmement important, je le répète, c'est l'acteur de demain. C'est vrai. Et je dirais la Turquie, même les autres pays turquiques, on va dire, parce qu'on voit Turcique. aussi un peu aujourd'hui un déplacement du pouvoir et de la politique, de l'intérêt politique qui va vers les pays comme l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, etc., qui va un peu vers là-bas s'installer et trouver de nouvelles ressources. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, vous avez ce qu'on connaît maintenant un peu plus, qui date de 2009, qui est l'Organisation des États turciques, l'OET, qui est une petite, avec tous les guillemets, une petite Union européenne, mais en tout cas qui a la volonté de se structurer et qui est vraiment sur un dynamisme à la fois extraordinaire et affolant, dans le sens où euh, la Turquie mobilise ses pions là-dessus, sur l'île centrale. Il y a évidemment l'aspect civilisationnel, le Golan Touran, avec les Turkmènes, c'est extrêmement important. Il y a des liens, vous voyez, nombre d'universités, de partenaires qui travaillent en étroite collaboration entre Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, avec la Turquie, sur des domaines, et encore une fois, on y revient, comme François Ier avec l'Empire ottoman. C'est le domaine de l'université, simplement, permettre à des étudiants ouzbeks d'aller à Istanbul. C'est la possibilité des marchés économiques. C'est la possibilité, évidemment, aujourd'hui, on ne vend plus des épices comme avant, mais ce qu'on cherche, c'est autre chose. Vous avez le plus grand forum de l'ITEA qui va se tenir en juin, qui est GITEX IA, et qui cherche à unir les pays turciques là-dessus. C'est, encore une fois, hein, c'est plus les épices, mais maintenant c'est les hautes technologies, l'uranium, extrêmement important, les terres rares, l'agriculture. Malheureusement, avec tout ce qu'on peut reprocher aux soviétiques, une des résultantes en Asie centrale, c'est évidemment le fait qu'on assiste à des monocultures. On voit que ça marche et que finalement ils peuvent exporter aussi. Mais là où je peux m'arrêter pour une autre question,
c'est que, il faut toujours traiter avec cette notion d'égalité. Il y avait, je ne sais plus qui était le ministre des Affaires étrangères de quel pays d'Asie centrale. Il disait, je cite, oui, en parlant à Erdogan, il disait, on ne veut pas passer des soviétiques à l'Empire ottoman. Évidemment, la phrase est un peu, ouais, un peu tilt, mais ils ont raison. Il faut passer du statut d'objet à ce statut de partenaire. C'est c'est le respect mutuel, c'est traiter avec égal. Et en fait, c'est. Bon, ça se trouve, je suis humaniste et peut-être que je pense que ça marchera jamais. Enfin, que ça marche, mais que ça marchera jamais. Mais que en traitant dans un cercle vertueux celui qui est en face de nous, on n'obtient que le meilleur. Et ça marche dans tout, dans la diplomatie, dans les négociations. C'est le meilleur des leviers, à mon sens. Je suis En tout d'accord. cas, Aujourd'hui, les pays, ils préfèrent comment? aller vers une égalité et moins Mhm. vers une force, on va dire, prédominante européenne ou américaine. Ils veulent être dans un cercle, on va dire, vertueux aujourd'hui, avoir une certaine égalité politique, Mhm. même si, voilà, ça se développe tout doucement. Ça se développe tout doucement, mais tout va très vite. Euh, Vous avez, à chaque fois, vous marquez l'Organisation des États turciques et il se passe plein de choses. Et puis, ils sont actifs dans plein de domaines. J'ai participé à une conférence sur les Karakanides, qui est le premier peuple, entre parenthèses, turc, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, à s'islamiser. Et il y a une recherche, il y a une recherche d'identité, il faut montrer qu'on est là. Et ça, c'est important. Dans un monde où vous avez à côté de nous la Russie, qui est l'élément historique de ce milieu-là d'Asie centrale et du Caucase, qui, bien sûr, est l'espèce de protecteur de ces régions. Vous avez le levier économique chinois, qui est, je ne sais plus combien d'argent ils ont fait cette année, mais ils ont gagné tellement trop qu'ils le balancent comme ça, euh, avec les Silk Road, Belt and Road Initiative, là, tout ce qui est nouvelle route de la soie. euh, et puis vous avez évidemment la Turquie avec l'aspect civilisationnel qui est important et qui est mis en avant en tout cas. Mais après, il faudra voir jusqu'où ça peut aller et puis pourquoi faire. Mais ça, on se laissera le choix d'en parler au prochain webinaire. Mais si jamais il y a une autre question, il n'y a pas de souci, je peux la prendre. S'il y a des questions, on peut les prendre à l'oral ou... Alors, on a une question ici. Alors, merci pour le webinaire. Aujourd'hui, quels sont concrètement les intérêts convergents de la France et de la Turquie? Ça peut être sur les questions énergétiques, sécuritaires, industrielles, commerciales. Ne serait-ce pas par ce biais que l'on pourrait assainir nos relations? Alors, les intérêts convergents de la France et de la Turquie. Il y a, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je pense que j'ai pas assez lu le sujet récemment pour en parler. En tout cas, pour ce qui est des avantages, enfin des intérêts convergents, il y en a de nombreux. Il y a évidemment cette grande route que j'imagine tous les soirs en dormant, partant de l'Europe de l'Est pour arriver jusqu'en Chine. Là, évidemment, il y a des intérêts, tout ce qui est infrastructure. Vous avez aussi les intérêts de l'armement. La France est une grande puissance militaire et la Turquie est devenue en quelques années une puissance tout aussi similaire en termes d'armement. Vous avez chaque année, au mois de septembre, à Istanbul, l'organisation d'un des plus grands forums mondiaux d'armement, notamment les drones. Et j'ai même vu, non, non, je crois pas que ce soit français, mais j'avais vu un drone qui allait à 800-700 km/h et qui pouvait chasser les autres drones. Enfin, c'est vraiment. Et la Turquie, là-dessus, est au point de la technologie et a beaucoup à nous apprendre. Il y a évidemment des partenariats qui pourraient se faire là-dessus. Après, bon, pour ce qui est d'autres choses, je ne peux pas en dire plus maintenant, mais je sais qu'il y en a plein, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je préfère m'abstenir. D'accord, merci. Alors, on a encore une question, c'est quelles traces de l'influence française sont encore visibles aujourd'hui dans l'architecture, les arts ou l'éducation en Turquie? Globalement, enfin, qu'est-ce qui nous a encore influencé aujourd'hui fortement, on va dire? Alors ça, c'est une vraie question. Ça, c'est vraiment, là, vous me posez une colle, hein. J'aimerais pouvoir vous répondre, mais encore une fois, moi, je suis médiéviste et donc je maîtrise pas non plus totalement ce sujet. Est-ce qu'il y a le café, on peut dire que c'est quelque chose qui...
Le caravé, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, Ce serait dans le sens inverse alors, de la Turquie vers Ah oui, pardon. l'Europe. Oui, j'avais mal lu la question. C'est et ça. vous avez cette histoire aussi, bon, là je sors un peu du contexte, mais le chai et le thé, là, cette différence de mots, qui est en fait une dérive du comment vous avez obtenu ce thé, soit par la mer, soit par la terre. Et en fonction, je sais plus c'est lequel, mais en fonction du moyen utilisé, c'était chai ou thé, tea. Je pense que bah, du coup, la mer, ça doit être ça doit être le thé. Et la terre, ça doit être le chai. À vérifier. À vérifier, mais de mémoire, c'est ça. C'est vrai. Bah, je vous remercie. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être des personnes? Alors, on a une question encore. C'est assez intéressant de voir ce que tu énonces le dynamisme important dans les institutions d'Asie centrale. Pourtant, en Occident, on négocie souvent cette région, que cela soit au sein de la culture où les médias est purement de l'arrogance ou de l'ignorance de notre part. Alors, je pense que c'est plus de l'ignorance, mais ça réfléchit beaucoup. C'est c'est une région qui attire beaucoup de convoitises, notamment en Europe, mais en fait, vous avez un espèce de retard extraordinaire des Occidentaux qui comprennent un peu pas que la fin est proche, mais qu'il faut aller vers un multilateralisme qui s'ouvre aux autres. Vous avez notamment les Américains. Les Américains qui ouvrent des think tanks en Asie centrale, un peu comme des champignons. Moi, j'ai l'impression de découvrir chaque jour un nouveau truc, Atlantic Council, Caucase. Enfin, c'est assez marrant, mais je pense qu'il y a un retard. Il y a un retard qui est flagrant. Mais à la fois, pour ce qui est des États-Unis, je pense que ce retard est plutôt justifié par, la négation de ces pays d'Asie centrale ou du Caucase. Et je pense plutôt pour les Européens que c'est un manque de moyens. Là, après, ça dépend bien sûr à toutes les échelles et tout est perfectible, mais les Européens n'ont pas les mêmes moyens que les États-Unis. Mais pour autant, l'autre, où je peux voir un certain retard, c'est vous avez eu en mars dernier de mémoire le premier grand sommet Asie centrale euh, Europe. À vérifier quand c'était. Et à ce moment-là, bon, bien sûr, je crois que von der Leyen était sur place et avec les chefs d'État d'Asie centrale. Et c'était vraiment la première fois où il y a eu une série d'accords, de capitations, etc., qui ont été mis en place. Mais l'Europe a un sacré train de retard là-dessus, comparé aux autres. Mais l'Europe a évidemment des choses intéressantes à mettre en avant. Il y a des savoir-faire, et de très hautes technologies. Il ne faut pas voir l'Europe comme déclinante. Ça, c'est absolument, c'est un fantasme américain ou de ceux qui détractent l'Europe. Mais en réalité, vous avez des intérêts qui sont là et qui sont convergents. Mais encore une fois, principal aspect, et ce qui aussi intéresse les pays d'Asie centrale vis-à-vis de l'Europe, c'est cette possibilité de devenir un partenaire avec des pays qui ne sont pas forcément aussi agressifs sur la diplomatie que le sont la Chine, la Russie, la Turquie sur certains aspects, d'où notamment la phrase que j'ai citée tout à l'heure avec cet esprit d'empire ottoman, de panturquisme, qui freine parfois les diplomates d'Asie centrale. Mais celui qui comprendra, bon, je le dis là, peut-être qu'il y aura quelqu'un de, je sais pas où qui comprendra, mais celui qui passera ce statut d'objet à un statut de partenaire, il gagnera tout. Et, euh, et puis, vous avez aussi l'aspect démocratique de ces peuples il ne faut pas oublier que ces pays ont 36 ans, 37 ans. C'est des pays qui sont tout jeunes, quoi. Un peu plus vieux que nous. J'avais Mais, une, c'est des pays qui ont encore beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Il y a un système de démocratie, un élan démocratique qui se veut, concret pour ces populations. Même si les classes dirigeantes, il ne faut pas non plus rentrer dans des lubies, ont été presque les mêmes lors de l'éclatement de l'URSS et après. Mais j'avais, ouais. donc, J'a- à suivre au prochain épisode. J'avais justement une question par rapport à tout ça, c'est que, enfin aussi de l'actualité surtout, c'est qu'on arrive à voir un peu la situation entre les États de l'Europe.
et aussi les États-Unis. Mm. Aujourd'hui, donc c'est vraiment une des relations qui commence à être assez sensible. Alors, est-ce que tu penses qu'un jour l'Europe va plutôt, comme tu l'as dit tout à l'heure, que l'Asie centrale, l'Asie de l'Est, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour l'Europe. Alors, est-ce que tu penses que un jour, ou peut-être petit à petit, l'Europe va se retourner vers la Turquie, plutôt vers l'Est que vers l'Ouest? Même peut-être vers les Chinois, quoi. Mais vous, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Trump dit si le Canada fait ça sur un tweet, hein, trust social, allez-y, trust social, vous verrez toute sa logique. Oui, si le Canada fait ça, j'impose 100% de droits de douane. Qu'est-ce qu'ont fait les Canadiens? Pacte historique avec la Chine. C'est quand même bluffant. En fait, malheureusement, je le dis là, bon, c'est un peu l'idiot utile, Trump. C'est l'espèce de déclic, et notamment l'IFRI, qui est un très gros think tank français, disait ça. C'est l'électrochoc, Trump. Trump, il permet de faire comprendre aux Européens, ah bah oui, il y a autre chose que cette espèce de lubie atlantiste qu'on a espéré pendant tant d'années. La Chine est un partenaire à la fois dont il faut se méfier, mais qui est attractif. C'est l'usine du monde, la Chine. Ils ont fait je ne sais pas combien de milliards d'excédents cette année. Mais il faut se méfier, c'est comme tout. Il y a évidemment des intérêts qui sont convergents. Les pays européens se disent qu'il y a d'autres pays à voir. Et même malheureusement, la guerre avec la Russie qui est aux portes de l'Europe euh, est un frein à cette Eurasie, mais il ne faut pas se dire que ça sera toujours comme ça. Il y aura évidemment un moment de recul, de repli, chacun de son côté, et puis après, on aura un retour des relations, de la diplomatie, enfin je l'espère. Parce que si on reste bloqué comme ça, on fait le jeu des Américains. Vous savez, qui a gazé a gazé, qui a cassé le Nord Stream, qui reliait l'Allemagne à la Russie? C'est un Biden. commando américain. C'est, c'est quand même très drôle. Vous avez en fait un espèce de déclic qui s'opère aujourd'hui et bon, qui a lieu depuis un petit moment, mais aujourd'hui c'est l'électrochoc depuis un an. Mais en fait, Trump pousse les Européens à réfléchir à d'autres partenariats, à des partenaires plus fiables, à des gens qui traitent comme partenaires. Quand vous voyez le document officiel qui a émané de la Maison-Blanche en disant voilà la logique stratégique, la note stratégique de l'année. Et vous voyez quand même écrit noir sur blanc que l'Europe devait être vassalisée. C'est- vous- Comment on peut traiter d'égal à égal quand on voit quelque chose écrit comme ça? Au bout d'un moment, il faut se dire que peut-être que les Américains, pendant ce laps de temps qui est le mandat de Trump, eh ben, il faut s'en écarter. C'est tout. Et je remercie, même s'il ne m'entendra pas, Emmanuel Macron, qui a quand même eu à Davos l'audace de dire, bah, écoutez, nous, on préfère le- la loi à la brutalisation de celle-ci. Quand Trump dit, moi, le droit international, ça ne m'intéresse pas, je suis au-dessus de ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, entre parenthèses, il chie, avec le respect sur ses mots, il chie sur les Européens, littéralement. C'est, il y a pas autre chose. Et pour autant, je pense que c'est réfléchi. C'est ça qui est affolant. C'est que cette stratégie américaine qui est mise en place, pas contre l'Europe, mais pour les États-Unis, au détriment de l'Europe, et ben c'est quelque chose qui nous fait du mal. Qui nous fait du mal à la fois dans notre ego, puisqu'on s'imagine que les États-Unis, bah, c'est notre partenaire pour toujours, même si on a une relation extrêmement forte avec les États-Unis. Et ça, faut pas l'oublier. Malgré ces moments d'incertitude, les États-Unis, c'est quand même grâce à nous, Français, qu'ils sont là, hein. Sinon, ils n'existaient pas. Et il faut pas oublier aussi que eux, en retour, nous ont permis de ne pas parler allemand, même si on aime beaucoup l'Allemagne aujourd'hui. Bref. Euh, voilà, il y a un déclic, mais on pourra en reparler au prochain webinaire. En tout cas, je vous y invite. Exactement. Le prochain webinaire, ce sera en février. On vous entend encore une fois tous. Euh, on a eu cette présentation de la part de Monsieur Zelko Yilmaz, directeur de l'IFME. Alors,
On vous invite aussi à regarder notre page Instagram, la Reine des Érudits, et à suivre toutes nos activités, ainsi qu'à participer à nos prochains webinaires et séminaires qui arriveront dans les mois à suivre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ethan, pour cette présentation. Et n'hésitez pas aussi à suivre sur Instagram IFME. Normalement, vous allez voir aussi sur la page de la Reine des Érudits. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir, au revoir. Hop,